Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour un petit moment afin de pouvoir échanger sur ce colloque qui traite de l'éducation inclusive, particulièrement dans son trait de l'éducation française à l'étranger. Je suis le chef d'établissement de l'école bilingue de Berkeley et aussi un des deux formateurs sur l'école inclusive pour la zone Amérique du Nord dans le cadre du plan de formation continue depuis 2016. Et c'est à ce titre que j'aimerais peut-être vous livrer quelques constats que j'ai pu faire pendant les formations, puisque depuis 4 ans, nous aurons maintenant bientôt formé plus d'une centaine d'enseignants. Premier constat, tout d'abord, sur les élèves et leurs familles. Alors, ce que nous avons vu, c'est que les élèves et leurs familles, les élèves à besoins éducatifs particuliers, sont dans nos établissements confrontés à une grande variété de situations. Une variété d'établissements, tout d'abord, et une variété de taille d'établissements entre les grands établissements situés aux États-Unis, mais aussi au Canada, et une variété d'établissements situés dans des pays différents, avec des localités, un droit, une législation, des documents locaux et des structures locales qui peuvent être très différentes entre les districts scolaires américains eux-mêmes, dans les États fédérés américains et entre les États-Unis et le Canada et les différentes provinces du Canada. Deuxième élément, le fait d'avoir des établissements ayant très souvent des sections primaires et des sections secondaires, en fait, sont plutôt un avantage puisque ça facilite la transmission des informations et le lien avec les familles, et notamment la transmission des informations entre le primaire et le secondaire. Troisième constat, on a peu d'élèves en situation de handicap dans nos établissements, handicap moteur ou mentaux, mais des enseignants qui prennent en charge de nombreux élèves souffrant de maladies chroniques, du trouble de la lecture-écriture, de troubles de l'attention ou de troubles du spectre de l'autisme. Quatrième constat, un dialogue avec les familles qui peut être parfois plus simple en raison des moyens dont les établissements disposent, mais aussi de la culture de ces établissements qui sont souvent très ouverts vers les communautés éducatives au sens large, mais un dialogue qui peut néanmoins rester difficile avec certains parents qui sont stressés par les situations qu'ils peuvent rencontrer avec leurs élèves, et puis finalement des parents qui peuvent être aussi experts du trouble de leur enfant. Deuxième constat, vis-à-vis des enseignants maintenant, peu d'enseignants spécialisés dans la zone Amérique du Nord, mais un regard bienveillant qu'on va retrouver dans les classes chez un certain nombre de nos collègues qui ont envie de bien faire, envie de pouvoir aider leurs élèves et notamment qui sont très disponibles et très demandeurs de formation continue à ce niveau-là. Mais un sentiment d'isolement qui peut exister. Il y a à ce titre une volonté de travailler en réseau au-delà des murs de l'établissement qui existe chez beaucoup de nos collègues. Une tendance toujours présente que l'on voit assez souvent à vouloir externaliser la difficulté scolaire et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers par un public d'enseignants qui seraient spécialisés ou des structures extérieures. Donc externaliser cette prise en charge du besoin éducatif particulier qui peut nous renvoyer à un certain questionnement autour de la difficulté qu'ont certains de nos enseignants à différencier les apprentissages. Et puis le dernier point qui est un point très important et qui revient assez fréquemment, qui est cette idée qu'il y aurait un mythe de l'incompatibilité entre un besoin éducatif particulier, une difficulté d'apprentissage sévère et lourde, tel qu'un trouble 10 par exemple, et la possibilité d'être dans un programme d'immersion et un programme bilingue. Et c'est par exemple la raison pour laquelle, dans la zone Amérique du Nord, le laboratoire de production de ressources sur les troubles 10 cette année va faire appel à une spécialiste canadienne des rapports entre besoins éducatifs particuliers et immersion dans une langue cible et une langue seconde. Quelques points de vigilance et de préconisation peut-être maintenant, et je crois que j'aimerais en présenter trois. Premier point de vigilance, il existe une certaine méconnaissance de nos collègues à propos des types de besoins éducatifs particuliers et des stratégies de remédiation adaptées. Alors quelles seraient les préconisations pour aller avec ça? J'en verrai trois. Premièrement, avoir un référent école inclusive dans chaque établissement qui soit chargé de sélectionner, de centraliser et de communiquer des ressources qui soient pertinentes auprès de tous les collègues. Deuxième point, équiper les collègues avec des outils conformes aux exigences nationales et adaptés au contexte local. Et je pense notamment à des plans, des PPRE ou des PAP, par exemple, qui soient écrits en bilingue et qui soient capables d'être compris par des parents qui ne parleraient pas le français. Troisième élément, réfléchir à l'utilisation des outils numériques et du mobilier flexible qui permettent une prise en charge rapide et adaptée des élèves à besoins éducatifs particuliers. Deuxième point de vigilance, mobiliser les équipes autour de l'école inclusive et de la création de parcours scolaires cohérents pour tous les élèves. Ça peut s'avérer difficile et c'est quelque chose qu'on a souvent vu. Donc quelques préconisations à ce propos. Premièrement, inscrire l'inclusion comme une priorité stratégique dans l'établissement, dans les plans stratégiques, dans les projets d'établissement, dans les projets d'école. Deuxièmement, en tant que personnel de direction, leader,
porter cette priorité auprès de tous nos interlocuteurs, que ce soit les personnels éducatifs ou les autres, les membres de la communauté scolaire au sens large et de la communauté scolaire élargie. Troisième élément, consécutivement, mettre en place des actions spécifiques. Alors, je vais peut-être donner quelques exemples, tels que des formations individuelles mais aussi collectives, des stages d'établissement sur la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers sur l'école inclusive. Deuxièmement, l'élaboration de critères d'évaluation des enseignants visant la différenciation pédagogique et l'élaboration de réponses adaptées aux besoins des élèves à besoins éducatifs particuliers. Troisièmement, la révision des processus de signalement et de prise en charge des élèves ainsi que l'évaluation assez régulière de ces dispositifs et la mise en place de processus de régulation de ces dispositifs. Et puis, dernier point, l'élaboration de temps de concertation et de travail en équipe afin d'élaborer, de mettre à jour et d'évaluer les plans individuels, quels qu'ils soient, PPRE, PAP, PAI ou AIP, comme on dit souvent aux États-Unis. Troisième point, les élèves et les familles peinent parfois à trouver leur place dans les parcours scolaires. Donc ça, c'est le dernier point de vigilance et voici les préconisations que peut-être je pourrais proposer. Premièrement, équiper nos élèves avec les compétences, capacités, notamment capacités métacognitives et attitudes qui sont nécessaires afin de pouvoir connaître et comprendre leurs troubles ou handicaps et de développer des stratégies de décharge ou de contournement qui soient adaptées. Deuxième élément, réfléchir en équipe pédagogique aux aménagements des examens et des concours et notamment réfléchir à comment y préparer nos élèves pour qu'ils y soient préparés justement et qu'ils puissent tirer le plus d'avantages possible de cette préparation spécifique et de cet aménagement spécifique. Et je pense par exemple à un tiers-temps pédagogique. Troisième élément, créer et partager des listes de ressources locales et internationales pour les familles, les contacts des districts scolaires par exemple pour nous aux États-Unis, mais aussi le contact des MDPH en France, des référents ASH de l'AEFE et de la MLF, qui j'en profite pour les saluer, et des spécialistes locaux. Quatrième élément, travailler avec les accompagnants, qu'ils soient financés par les familles et ou les districts locaux, ou bien par l'État pour les familles françaises boursières, s'ils existent, et s'assurer du dialogue qui soit constant et pertinent avec les enseignants, tout le personnel de l'école, ainsi que les intervenants extérieurs. Et puis dernièrement, rencontrer régulièrement les familles afin de faire le point sur les progrès des élèves et bien sûr impliquer les familles dans un dialogue qui soit constant et fructueux. Donc merci à tous de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans ce colloque et bonne continuation de travaux et bonne fin de journée.